Donc, le groupe de hip-hop expérimental Johnny and the Johnny a signé un contrat du coup chez Owenson Records et ça se voit en fait, ça se voit. Ça fait vraiment un bien fou. Après des années de carrière, tu vas d'entendre enfin un album bien mixé de Johnny and the Johnny. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'il faisait était bien, mais c'était enregistré avec le cul, quoi. Donc voilà, donc cet album, il s'appelle Chuckle Chuckle, ce qui signifie littéralement glousse, glousse. Et ce nom d'album n'a rien à voir, mais vraiment rien du tout à voir avec le contenu de l'album, musicalement parlant, je veux dire. La majorité des morceaux ressemblent pas mal à ce qu'aurait pu faire TTC à leur début. Sauf que là on sent bien quand même la touche un peu gangsta qu'ils ont toujours essayé de cacher un peu dans leur précédent projet. Là elle est présente. Ils assument vraiment leurs influences. Et à défaut de donner une copie des classiques des années 90, au contraire, ça donne leur meilleur album. Peut-être pas le plus audacieux, c'est vrai. Sûrement pas non plus le plus abstrait en effet, mais en termes de composition, d'écriture, de diversité, je suis persuadé que ça surpasse largement tout ce qu'ils ont pu faire auparavant. En plus là on peut enfin profiter d'une réelle immersion dans leur musique puisque c'est mixé. Donc amateurs de rap expérimental comme nostalgiques de Tupac, Biggie et toute cette clique peuvent sans crainte écouter cet album que je ne spoilerai pas. Et ensuite on change totalement d'ambiance encore une fois puisqu'on va parler de Boneless, le dernier album du groupe de doom metal indé Tombstone, dont la nationalité est toujours totalement inconnue d'ailleurs, et idem pour les membres du groupe, on sait toujours pas combien ils sont ni à quoi ils ressemblent. Donc depuis tout à l'heure j'ai l'impression de beaucoup parler de changement de registre, de nouveautés, de tentatives, mais alors Tombstone pas du tout. Ils nous font la même recette comme d'habitude, et comme d'habitude ça marche super bien. Entre les chants clairs tremblants, les guitares qui roulent, un peu, je sais pas comment dire, un peu comme une volée de napalm, ouais, la branlette intellectuelle et tout, mais la guitare basse qui joue plus vite que tous les autres instruments, et bien sûr la traditionnelle flûte traversière de Tombstone dont les sonorités surprennent à chaque fois qu'ils sortent un nouveau projet. Comme d'hab quoi, en fait, c'est super. Là non plus j'ai pas grand chose à dire à part que c'est un très bon album de Doom, enfin écoutez-le, vous comprendrez. Et en fait j'ai menti à propos de cet album parce qu'en fait il y a un truc qui change de d'habitude. L'album dure 1h55. Et 1h55 c'est très long. D'ailleurs j'ai été assez surpris de voir à quel point on pouvait être tenu sur toute la durée de l'album sans jamais s'ennuyer. Alors que je le rappelle, les albums de Tombstone ont toujours duré entre 40 minutes et 1h20 grand max. Là, par contre bien sûr faut aimer le Doom. Sinon au mieux tu te fais chier et puis au pire t'as mal à la tête. Un peu de néo-folk pour rester dans la bonne humeur avec le dernier album de Tartary. Et je pense pas avoir besoin de vous présenter, si vous me suivez depuis longtemps, vous devriez savoir à quel point j'aime cet artiste. Mauricio Tartary, donc pour une fois, il a pas fait un album nocturne comme il a l'habitude de le faire. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais en gros, son premier album, Armless, il était très sombre, et il tournait autour de l'ironie. Ensuite, il a sorti Protocolo de Amor, un album abyssal. Vraiment, je sais pas quel autre mot utiliser, tant ce projet évoque avec brio l'obscurité oppressante des fonds marins qu'il décrit. Et cette fois-ci, c'est un album ensoleillé qui nous envoie. Alors vous allez sûrement me demander, mais comment on fait un album de néo-folk ensoleillé? C'est pas possible, puisque le soleil c'est lumineux et le néo-folk c'est obscur. Laisse-moi finir, gros con. Tout dans cet album est oppressant. On a sans cesse la sensation d'être écrasé par la chaleur du soleil et aveuglé par sa lumière. Et moi je déteste la chaleur, donc croyez bien qu'en plein mois de juillet, soit le mois de la sortie de l'album, l'immersion était parfaite. Je sais pas ce qu'a vécu Mauricio Tartary dans sa vie pour nous pondre des projets aussi douloureux et durs à écouter, mais à mon avis ça devait pas être bien Jojo, parce que rien qu'en l'écoutant chanter, tu sens que le mec est anxieux en fait. Et là bien sûr je parle surtout de ces deux derniers albums, parce que le premier est plus conceptuel qu'à but immersif. Voilà. Mais en tout cas je vous déconseille fortement d'écouter cet album, il est vraiment génial. Et l'album qui m'a le plus marqué en 2007, sans conteste, c'est certainement Silk Nova de Roberts. Quand il est sorti, c'était un peu la révélation, apparemment, dans la musique IDM, alors que moi j'étais intrigué parce qu'à ce moment, j'avais pas d'avis particulier sur Roberts, enfin je trouvais ça sympa mais sans plus, quoi.
Et quand j'ai découvert, quand j'ai écouté Silk Nova, j'étais complètement extasié. En fait, j'ai compris pourquoi il avait une telle ardeur du public autour de ce projet. En fait, il est excellent. Chacun des 18 morceaux de l'album est utile, il n'y en a pas un seul qui n'a pas sa place. Et il y a une vitalité de ouf dans cet album. Chaque morceau a une identité propre, tout en restant dans le style de Roberts, qui, je le rappelle, ne m'avait pas particulièrement convaincu avant cet album. Pour moi, ça veut dire qu'il s'est surpassé. Même si c'est un peu subjectif, franchement, il a passé un cap. Le point fort de cet album, en fait, c'est de parvenir à mêler des synthés très cheap à une sorte de fond presque grandiose, comme si on s'envolait dans le ciel, tu vois, chaque morceau pour retomber lourdement dès que celui d'après commence. Il y avait ce morceau qui s'appelle... Ah putain, d'ailleurs ça me rappelle un des morceaux qui s'appelle Esperma 3, et comme ça me paraissait douteux, j'ai fait une recherche, et Esperma apparemment c'est la traduction espagnole de sperme, ce qui est d'autant plus drôle sachant que le morceau est l'un des plus aériens, mais bref. Donc je disais, il y a un morceau qui s'appelle George Birdie, qui est tout simplement impressionnant. D'abord, il y a cette intro qui crée une dissonance entre un extrait de country et les synthés planants qui prennent de plus en plus de place sur les banjos, pour ensuite ne laisser place qu'à des synthés. Et cette outro hallucinante avec un gamin qui nous explique la définition du mot symbole. Et en tout, il y en a pour 6 minutes de musique juste dans ce morceau, et c'est terrible à quel point c'est bien foutu. C'est prenant, c'est captivant, t'as jamais envie de mettre sur pause. Vraiment, c'est un... Même quelqu'un qui a des petits problèmes d'immersion, tu vois, dans la musique, il refusera, à mon avis, de mettre sur pause cet album parce qu'il y a quelqu'un qui lui adresse la parole pendant qu'il écoute, tu vois. Non, vraiment. C'est un album que tu ne mets pas en pause. Et donc, ouais, voilà, si vous aimez l'électro, enfin, j'allais vous dire d'écouter cet album, mais si vous aimez vraiment beaucoup l'électro, à mon avis, vous l'avez déjà écouté. Et si c'est pas le cas, moi, je sais pas ce que vous foutez. Mais voilà, c'est un excellent album, c'est fantastique, j'en reviens pas. Écoutez-le. Et ah oui, sinon, un petit truc par rapport à la partie 1 de ce top 10. Il y en avait certains qui avaient remarqué que la plupart des pochettes des albums que je présentais ne comportaient pas le nom du groupe ni le nom de l'album écrit dessus.